Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Loi des séries. Très heureux d'être avec vous pour décrypter l'actualité des séries une fois pour toutes. Et une fois de plus, cette semaine avec Nora Gandour qui est avec moi. Bonsoir. Je rappelle, expérience de script doctor dans pas mal de productions, notamment sur des feuilletons quotidiens. Plus belle la vie qui s'est achevée cette semaine où tu as œuvré pendant quelques années. Et aujourd'hui, on va ouvrir un débat. Y a-t-il trop de polars à la télévision française? Suite à un rapport rendu, notamment au moment du festival enfin il y a quelques mois et mis en avant pendant le festival de la fiction télé d'un syndicat de réalisateurs, l'U2R, qui montrait que 80% de polars sur France Télévisions, très en avance par rapport aux autres chaînes de télévision. On va se demander si globalement il y a trop de polars et pourquoi le polar ça marche finalement à la télévision, parce que il n'y a pas de secret. S'il y a du polar à la télévision, c'est aussi parce que ça fonctionne et que ça fait de l'audience. Maintenant, la question est, faut-il absolument, quand on est notamment une chaîne de service public, donner uniquement ce qui fait de l'audience? C'est la vaste question à laquelle on va essayer de répondre en compagnie de nos invités. Évidemment, un journaliste, on voulait avoir la parole de ceux qui regardent les séries, qui sont chargés de les décrypter. Vous pouvez l'entendre tous les matins à 5h54 sur France Inter dans Fin de série avec Mathilde Munoz, c'est C'est bien ça, ça? c'est les vendredis. Vendredi, pardon, j'ai dit samedi. Non, samedi, c'était avant. Et puis maintenant aussi, vous l'avez depuis maintenant quelques années dans Télématin, 2 fois par semaine pour une chronique dédiée aux séries et les séries des invités. Merci beaucoup, Benoît, d'être avec nous. Ravi de t'accueillir à nouveau. Et Merci. puis en face de toi, évidemment, nous avons deux faiseurs de séries, peut-être même de polar pour la télévision, on verra ça. Nous avons Sandrine Cohen, autrice de polar, scénariste et réalisatrice. Bonsoir. Bonsoir. Et notamment de noir, on va dire, autrice de polar noir, comme les Nordiques appellent ça, hein, finalement. On est presque sur du thriller plus que du polar, c'est ça qu'on... Oui, polar slash thriller et sociétal en fait. Ouais. C'est la base, enfin, pour moi, c'est la base du sociétal, c'est le noir, c'est le roman noir. En fait. C'est le roman noir, évidemment. Les grands héritiers du roman noir qu'on avait notamment aux États-Unis, qui ont été et qu'on a du mal à voir popularisé, en tout cas à la télévision française, mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis à vos côtés, Arnaud Sélignac, qui est réalisateur et que on voit notamment œuvrer sur pas mal de séries, notamment une série qu'on aime bien ici et qui est Je te promets sur TF1. Bonsoir Arnaud Sélignac. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais auparavant, on commence toujours l'émission par une petite avant-première. C'est une série qui va arriver au mois d'octobre sur France 2. Première production, première adaptation en série télé d'un roman de Guillaume Musso. Ça s'appelle La jeune fille et la nuit. Le monsieur m'a déjà capté. Il m'a dit j'avais envie d'écrire un roman qui soit Twin Peaks chez Marcel Pagnol. Eh bien, il l'a fait. La jeune fille et la nuit. Voici la bande-annonce de cette nouvelle mini-série. Tu t'appelles? Vinca Rockwell, madame. Je t'en prie, dévore-moi jusqu'à la laideur. Que lui avez-vous fait? Où est-elle? Vinca nous inspire toutes. J'adore les secrets. Je suis en train d'écrire un article retentissant à propos du mystère Vinca, qui n'est toujours pas résolu, après 25 ans. Ça t'arrive jamais de regretter? On a fait ce qu'il fallait. C'est quand la dernière fois que tu as vu Vinca vivante, toi? Putain, Stéphane, ça fait 25 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est morte, Thomas. Elle est morte. Je l'ai vue. Vinca? Vinca! C'était une camée, et tu le sais. Cette petite salope m'a fait chanter. Je sais que toi et tes potes vous trempez dans un truc pas net. Si tu sais quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Pourquoi tu t'accroches à cette fille? Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression d'être vivant. Voilà, ça s'appelle La jeune fille et la nuit. Quand deux amis d'enfance commettent un crime à la fin des années 90 et que leur passé les rattrape 25 ans plus tard suite à la disparition de leur ami Vinca, eh bien c'est tout l'enjeu de cette série, portée notamment par Grégory Fitoussi, Yoann Ruffudd, le héros de tant de séries aux États-Unis comme Forever qu'on avait vu sur TF1 notamment, qui avait cartonné. Voilà, c'est une coproduction de France Télévisions. Ce n'est pas de la fiction française, c'est de la coproduction. Et c'est évidemment la première production donc en série de Guillaume Musso
avec Sidney Gallon, qui est habitué aussi aux productions, puisqu'il a adapté aussi les romans de Harlan Coben, notamment pour TF1. Voilà. Si ça cartonne, évidemment, ils veulent déjà adapter d'autres romans, et pourquoi pas faire une série originale aussi pour Guillaume Musso. Et d'ailleurs, je vous précise que son nouveau roman, qui s'appelle Angélique, vient de sortir dans toutes les bonnes librairies. Et là, encore une fois, une histoire tragique d'un homme qui se réveille après un accident cardiaque à l'hôpital, et une jeune fille qui lui demande d'enquêter sur la mort de sa mère. Voilà, c'est violent. Vous sortez du coma et puis vous avez une jeune fille qui vous dit d'enquêter sur un meurtre. C'est tout l'enjeu de cette histoire, avec la tagline Chacun n'a-t-il pas au moins une fois dans sa vie souhaité tuer quelqu'un, d'Alfred Hitchcock. Voilà, ça vous donne un peu le ton de Angélique. C'est du Guillaume Musso dans le texte. En attendant, vous aurez La jeune fille et la nuit au mois d'octobre sur France 2. Allez, on rentre dans le vif du sujet de notre débat. Y a-t-il trop de polars à la télévision ? Du bon comme du moins bon, hein. C'est pas la question de juger les polars qui passent à la télévision. Et parmi les bons, il y a celui-là par exemple. Mercredi soir, inédit. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il n'y a aucun papier d'identité sur la victime, empreinte non fichée. Aucun avis de disparition correspondant. Je dirais qu'il est mort depuis au moins 4 jours. Et pourquoi personne s'inquiète pour toi? Ok, c'est pour nous alors. Bonsoir messieurs dames, un petit coucou de la police, personne ne bouge. On n'a que 7 jours pour retrouver l'identité de nos victimes. Sinon, elles finissent sous la fosse commune. Âge du cas X. Non, il n'y a pas de cas X chez nous. Maintenant, c'est à vous de me raconter la fin de l'histoire. Ils sont le dernier recours avant l'oubli. Les Invisibles, votre série événement, mercredi soir à 21h05 sur France 2. L'intégralité de la série est disponible en avant-première sur salto.fr. Un petit cold case à la française. Moi, c'est un petit peu comme ça que j'avais résumé la saison 1. Il y a un petit peu de ça quand même pour cette série, dont la saison 2 arrive là, au mois d'octobre aussi, portée notamment par Guillaume Cramoisan, qui est un acteur qu'on voit dans qu'on avait découvert dans Profilage notamment, à côté d'Odile Villemain, et qui maintenant fait beaucoup de second rôle. Il avait cette semaine d'ailleurs un rôle dans Montjuïc sur C8, faut s'habituer à dire ça. Oui, dans la saison 1 d'Engrenage. Ouais, exactement, ou dans cette formidable série pour M6 qui s'appelait Éternel, avec Claire Kem. Mais ça remonte un petit peu. Bon, Nora, le polar. Alors, je sais que toi, tu es une fan des Meurtras. Il y a eu ce rapport, je le disais, qui a été rendu par ce syndicat de réalisateurs qui s'appelle l'U2R, qui a été abordé, évidemment, lors du Festival de la fiction télé. Évidemment. Et pourtant, on ne peut pas dire que les chaînes avaient vraiment envie d'y répondre, notamment chez France Télévisions. En gros, ça dit quoi, ce rapport ? Ah bah, ça dit qu'il pense que sur France Télé, qu'il y a trop de polars. Il y a effectivement beaucoup de polars. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est trop et est-ce que c'est la mission du service public ? 80%, il mentionne 80% de polars. 85 même. 85. Et France Télé annonce 50 parce qu'ils disent qu'il ne faut pas compter les rediffs. Oui, mais sauf que les rediffs, c'est de la casse quand même qui est occupée par de la diffusion d'œuvres. Quand on fait des festivals, notamment alors, la fiction télé de La Rochelle, mais aussi Série Mania, entre journalistes ou dans les discussions, c'est quand même le sujet qui revient très souvent. On bouffe que du polar, on a l'impression qu'il n'y a que du polar. Quel est ton sentiment à toi, Benoît Lagagne, je rappelle, pour France Inter et Télématin, quel est ton sentiment sur justement cette représentation du polar à la télé ? Alors en fait, il y a deux choses. Il y a le polar d'un côté et il y a la place des meurtres dans les séries aussi. Parce que parfois, on n'a pas forcément une série de polar, mais on va toujours avoir un retournement à un moment donné autour d'un meurtre qui va faire donc intervenir la police dans une fiction, par exemple, qui ne serait pas a priori du polar. Donc c'est l'addition aussi, en tant que juste spectateur, sans compter les séries, de se dire qu'on a l'impression qu'il y a des crimes partout. Comme les feuilletons quotidiens, par exemple. Voilà, comme dans les feuilletons quotidiens, par exemple. Moi, c'est pas tant une question... Je crois que c'est une question aussi de cases. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les propositions d'Arte, qui en proposition de séries ont peu de cases, en fait, disponibles, il y a une pluralité de propositions dans leurs cases. C'est-à-dire qu'on peut aller dans plein de genres très différents. Donc, ça choque moins. Le fait que sur une grande chaîne comme France 2 ou France 3, il y a historiquement des soirées dédiées depuis très longtemps au polar, donc le vendredi typiquement sur France 2. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que, par exemple, les polars de France 2 du vendredi ont basculé du côté de la comédie policière, beaucoup plus que du polar pur et dur. Donc, en fait, ça libère du polar pur et dur, peut-être que l'on va mettre dans d'autres cases.
Alors oui, il y a beaucoup trop... Objectivement, aujourd'hui, le polar, c'était avant le mardi et le vendredi. Maintenant, c'est le lundi, un peu. C'est le mardi sur France 3. C'est le jeudi sur France 3. C'est le vendredi sur France 2. Et c'est le samedi sur France 3. Et c'est en fonction, soit on est le mercredi, on est plus sociétal, soit on est le vendredi, on est plutôt dans la comédie. Enfin voilà. Et les séries thrillers policières internationales comme La Jeune fille la nuit que tu viens de présenter. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de polars. Moi, je trouve aussi, en termes de propositions, le fait est que on est aussi en France dans une télévision qui a grosso modo qu'une première partie de soirée, qui va pas mettre de la fiction en deuxième partie de soirée. Et si on regarde nos voisins américains, si eux, ils ont aussi plein de genres, c'est qu'ils peuvent se permettre de traiter certains genres tardivement dans la nuit, en se disant, un peu plus tard du moins dans la soirée, en se disant, de toute façon, on a moins de risques à ce moment-là, on a un public qui sera prêt à voir différents univers. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais Urgence à la télévision américaine, c'est à 22h. Voilà, par exemple. Donc, et ils ont des sitcoms un peu plus tôt. Voilà, donc en fait, nous, on a moins de créneaux. Donc on va à l'efficacité, et le fait est que le public aime ça. Donc voilà. Après, moi, je trouve dommage, effectivement, qu'on ne tente pas qu'on n'aille pas plus dans d'autres types de genres pour parler de la même manière, faire de la comédie ou pour parler de la société autrement que par uniquement des flics qui enquêtent. Alors à décharge, pour France Télévisions notamment, parce que c'est eux qui sont pointés du doigt, à décharge, ils ont tenté des choses, bien sûr. Et ça n'a pas été un succès, notamment en termes d'audience. Donc voilà, l'équilibre étant de trouver, est-ce que la mission de service public, c'est pas de tenter des choses au-delà de l'audience? Voilà, mais ça c'est la vaste question. Oui. Moi j'ai un avis un peu différent, puisque je consomme donc beaucoup de polars, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et souvent le samedi. Moi aussi je l'ai fait. C'est que moi, ce que je trouve dans les polars de France Télévisions, c'est que effectivement, c'est du polar. Donc, les gens vont y aller naturellement, parce que les gens aiment ça, mais c'est vrai aussi en littérature. C'est pas le polar, ça cartonne. Mais ils traitent, comme tu disais, tous les autres sujets. Donc, pour moi, en fait, c'est un peu... Voilà, c'est une porte d'entrée pour parler de tous les autres sujets que France Télé doit aborder dans sa mission de service public. Donc, je ne le vis pas tellement... on m'a donné du polar, c'est que l'enquête, et on parle de rien. C'est pas vrai. Et même dans le polar, je sais, il n'est pas d'accord, dans le polar comédie qui existe, qui a commencé, moi je trouve que ça a commencé plutôt vers Candice Renoir, et moi je regardais Candice Renoir, je n'ai jamais regardé Candice Renoir parce que c'était un polar et son enquête me passionnait, l'enquête sur les chiens, ce qui m'a passionné, c'était cette femme qui venait de divorcer, qui avait arrêté sa carrière, qui était mère de 4 enfants et qui s'en sortait, et je pense que la plupart des téléspectateurs... Mais qui était flic. Elle était flic, c'était la porte d'entrée, ça te fait les cliffs, ça te fait rester, mais c'est le feuilletonnant derrière qui te faisait adhérer pendant 8 saisons, en vrai. C'est vrai c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, que nous ne sommes absolument pas d'accord. Et je sais, donc voilà, donc pour moi, ils abordent peut-être moins en profondeur que ce que les gens aimeraient les sujets de société ou des archétypes, mais ils adressent tous ces sujets, c'est juste qu'ils prennent une porte d'entrée qui va leur ramener des téléspectateurs, en fait. C'est mon avis. Tournons-nous quand même vers nos faiseurs. Arnaud Sélignac, Sandrine Cohen, qu'est-ce que... Je ne suis pas certain que ça ramène les spectateurs. Enfin, en tout cas, ça n'en amène pas de nouveau. Parce que je pense que justement, aujourd'hui, les jeunes vont pas aller vers ce genre de série. Oui. Oui, mais... C'est vrai, c'est vrai. Les spectateurs ont tendance à disparaître puisqu'ils vieillissent. Et il faut, de toute façon... Voilà, nous, ce qu'on fait, c'est pas une critique, c'est un constat. Il y a une part de critique derrière tout ça, mais c'est un constat et c'est pas nuisible, puisque de toute façon, il faut justement imaginer la télévision de demain. Et en tout cas, la télévision linéaire. Oui, non, mais c'est vrai, c'est compliqué. C'est ça le problème, parce que les autres, Mais concrètement, quand on écoute ce qui a été dit, notamment au fil de la fiction, et souvent dans les conférences de presse, on nous dit, oui, mais on propose aussi ça, parce que c'est ce qu'on nous propose par les auteurs, par les producteurs, par les gens. Comment ça se traduit quand vous allez présenter un projet qui ne serait pas du polar, par exemple? Est-ce qu'il y a un frein naturel? Ah non, mais moi je suis pas la bonne personne, j'écris du polar, j'écris du noir, moi ça me passionne. Après... parce que effectivement je trouve que c'est des bonnes portes d'entrée. Enfin moi ce qui me passionne en fait c'est l'enquête, puisque en fait une enquête, et je trouve intéressant par exemple, en tout cas c'est une solution, cherchons aussi justement une évolution possible. Par exemple je trouve que sur des séries françaises comme L'école de la vie
ou La Faute à Rousseau, le biais de l'enquête à travers un personnage qui n'est pas du tout un flic, par exemple, mais qui va devoir, je pense à l'École de la vie, où vraiment on a un archétype d'un type qui est prof et qui néanmoins doit faire des enquêtes sur des jeunes pour comprendre ce qui leur arrive, etc. Et donc mettre en frontline de manière plus évidente que sur un polar des sujets de société comme l'addiction, comme le viol, comme tout ça. Moi, par exemple, je suis très friande de ça. Mais je dois dire que personnellement, par exemple, je suis friande du mécanisme de l'enquête. Donc c'est quelque chose encore plus large. C'est-à-dire que la question... Alors, il y a une vraie question sur est-ce qu'on doit faire que du polar avec des flics ? Ça, moi, je réponds plutôt ouvrons la voie de la créativité parce que c'est nécessaire. Mais je suis friande du mode de l'enquête. Voilà. Donc, est-ce que ce ne serait pas ça la solution ? C'est d'aller trouver comment d'autres personnages peuvent aussi porter des enquêtes qui permettent aux spectateurs, parce qu'il s'agit de ça quand même, de rester devant leur télé, à des plus jeunes, à des moins jeunes, etc., qui peuvent plus s'identifier, mais qui néanmoins peuvent rester sur un mécanisme de relance, en fait, plutôt que d'être dans un constat documentaire. Moi, je parle beaucoup du documentaire aussi, mais j'en fais. Mais le documentaire, c'est vraiment pas le même public et on n'est pas sur les mêmes ressorts, qu'on appelle ça, d'appétence à continuer le visionnage, en fait. Ouais, absolument. Alors, oui, sur l'appétence du public pour le polar, moi je pense que ce n'est pas qu'une question de vieux, en fait. Parce que quand on va sur une plateforme comme Netflix et qu'on voit que Dahmer est la première série en ce moment autour des tueurs en série, alors c'est une autre façon de raconter. Ultra forte, violente. Ultra violente, etc. Donc, mais les jeunes sont aussi là devant ce genre-là. Mais la question que vous posez assez justement, moi je pense en pointant du doigt le fait qu'il y ait trop de fiction qui met en scène des flics, c'est qu'à un moment donné, l'imaginaire a besoin de représenter ce que nous sommes dans la société. Et si on ne regarde la télévision française, les fictions, et qu'on ne voit que des flics en majorité, on se dit, en fait, on vit dans une société qui est policière et uniquement ça. Même si après, ça c'est la première observation, parce que je suis d'accord aussi avec vous, que quand après on rentre dans la mécanique, à ce moment-là, on va avoir des ouvertures, on va avoir des thématiques, on va avoir des personnages peut-être qu'on va voir dans telle série et pas dans d'autres, etc. Mais la porte d'entrée est toujours la même. Donc moi, j'aimerais qu'il y a eu une époque sur France 2, il y avait ce qui s'appelait les Mercredis de la vie. C'était des collections de fiction unitaires sur des thématiques de société et il n'y avait pas des flics dedans. Il y avait l'Institut, par exemple. Et alors, il y avait l'Institut, il y avait Madame le Proviseur, et puis après, il y a eu plein d'unitaires sur plein de... Il y avait la case pour les héros de société, on va dire, la case pour les policiers, enfin voilà, c'était délimité comme ça. Aujourd'hui, vu qu'on peut tout mélanger, les genres, les profils, etc., de fait, ça mériterait d'avoir plus de genres représentés, mais avec la mécanique de l'enquête, ou pas d'ailleurs. Mais Arnaud Sélignac, ce qui est quand même sous-jacent à cette enquête, et qui a été fait notamment par l'U2R, c'est la mission de service public. Est-ce que c'est la mission de service public ? Et on entendait... Sidbon Gomez, qui est le directeur des programmes de l'antenne, dire on le fait parce que ça fonctionne et que le public nous le demande. Est-ce que c'est la mission de service public de faire des choses uniquement sous ce prisme-là, avec ce prisme de donner ce que les gens ont envie de voir ? Non, moi je ne pense pas. Personnellement, la télévision, effectivement, il doit y avoir une télévision de divertissement, on va dire, qui peut attirer un certain nombre de téléspectateurs. Après, il y a quand même aussi une télévision publique qui doit être en recherche justement de nouveaux thèmes ou de nouvelles manières d'aborder les sujets de société, mais aussi, on a quand même une richesse au niveau de la littérature aussi. Vous parliez d'adaptation de bouquins. On peut, je sais pas, on pourrait aujourd'hui... Moi, je reviens quand même sur l'idée du spectateur qui vieillit et il faut qu'il faut renouveler. Même aujourd'hui, on a vu des Roméo et Juliette qui ont été adaptés dans le monde contemporain. On pourrait imaginer le Misanthrope ou je sais pas, le Malade imaginaire. Enfin, il y a d'autres choses à regarder. Et qu'il y ait des cases policières, moi je suis tout à fait... Il en faut, bien sûr. Absolument. Mais après, quand le vrai polar ou la case policière se décline en, comme disait... Didier Caminca, en distraction policière uniquement pour
Avec le décalque d'un modèle. On a l'impression qu'effectivement, on retrouve le même modèle, le binôme d'enquêteurs. Et parfois pour intégrer un meurtre, on parlait des speakerines par exemple, où on n'avait pas besoin de faire ça. Il y avait toute une histoire de la télévision à raconter. C'est exactement ça. On a l'impression que pour intéresser le public, il faut nécessairement insuffler une dose de meurtre. Alors, ou d'enquête, mais surtout d'une dose de meurtre. C'est-à-dire qu'il faut rajouter un meurtre quoi qu'il arrive. Je me souviens, c'était le propos de Thomas de Mattei. Quand il lance Un si grand soleil, il m'explique, je le rencontre, il me dit « Nous, on ne veut pas que le meurtre devienne l'alpha et l'oméga de tout. » Mais finalement, la série a quand même beaucoup de polars et quand même beaucoup de meurtres dans Un si grand soleil. Mais voilà, mais c'est aussi, on a l'impression que c'est la seule chose qui est capable de fédérer le public, alors que pas du tout. Je crois pas, non. Non, pas du tout. D'ailleurs, Je te promets est un bon exemple. Et Je te promets est un bon exemple. Oui, après, j'ai même fait des films beaucoup plus difficiles, d'ailleurs pour France Télévisions, il faut le reconnaître, comme Box 27, où c'était l'histoire d'un père qui sombrait et qui vivait avec son fils dans un box de parking. On peut se dire que c'est franchement pas très sexy. Non, on a fait 4,7 millions. Je veux dire, c'est pas rien. Je veux dire, on peut attirer les gens avec autre chose, quoi. Mais les exemples que vous citiez, L'école de la vie ou La faute à Rousseau, sont des fictions qui marchent bien au final. Alors pas autant que des polars. Visiblement pas La faute à Rousseau parce qu'ils l'ont annulé. Oui, mais pourtant en chiffres, globalement, ça c'était pas non plus honteux. Surtout sur des cas parfois du mercredi où il y a beaucoup de concurrence. Enfin voilà, il faut aussi souvent regarder une fiction par rapport à la concurrence qu'il y a en face. Et mis à part des créneaux où on a bien installé un genre bien identifié, où là on peut se dire que globalement le samedi soir sur France 3, ils sont globalement pas mal tranquilles avec leur fiction, parce que ça rafle tout. Moi, je trouve qu'il y avait des exemples de séries, et il y a des exemples de séries, il faut, je pense, continuer à en voir, qui nous sortent du polar. Peut-être qu'il faudrait plus de cases de fiction pour ça. Il y avait eu, pour rappeler aux gens qui nous écoutent, il y avait eu un appel d'offres il y a quelques années par France Télévisions pour faire de la deuxième partie de soirée, avec pas mal de projets qui devaient aboutir et aucun n'a vu le jour. Le seul de mémoire qui a vu le jour, c'est Réunion, qui devait être un access et qui est à 19h le dimanche et qui est devenu une série en 6 x 52 minutes avec Laetitia Milo. Mais c'est très agréable à regarder pendant le confinement. Oui, mais c'est à peu près tout. Oui, peut-être, mais c'est bon, le confinement, c'était beau à voir. Le confinement, et je pense que justement, peut-être que la télévision linéaire a raté un peu ce rendez-vous. Parce que tout le monde était devant la télévision. Alors, effectivement, beaucoup de gens sont abonnés mais les gens sont revenus vers le linéaire. Mais ils sont revenus aussi vers le linéaire et il y avait peut-être aussi moyen de... Quelque chose à faire. Voilà, ou même de rediffuser quelque chose, des films différents qui avaient été produits auparavant ou même qui sont peut-être en attente d'être distribués, d'être diffusés, je veux dire. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un rendez-vous qui a été raté là, même si c'était un peu particulier. Ils ont rediffusé beaucoup de films de patrimoine, et je voudrais rappeler quand même qu'effectivement aujourd'hui sur France Télévisions, il y a des fictions différentes qui existent, mais c'est souvent les coproductions internationales d'un côté, où là on tente du thriller, on tente de la SF, de l'anticipation, et c'est les séries de Slash ou de France.tv, où là il y a un vrai laboratoire, mais on a l'impression qu'il faut les mettre on a l'impression qu'ils sont mis de côté, c'est-à-dire qu'ils sont dans des cases particulières et qu'il n'y a pas cette espèce de laboratoire de France Télévisions ou de Slash qui infuse et qui permet de nourrir la fiction de prime time. L'école de la vie ayant été pour moi un exemple de comment ce qu'on peut tenter dans des scams ou sur France TV Slash a un peu est rentré dans une écriture de... Oui, mais dans le choix des comédiens, on sent qu'il y a une volonté de s'en inspirer, du moins, en prenant un remake pour s'assurer que le format marche bien, bien sûr, mais c'est... Oui, il y a une frilosité, il y a une frilosité qui ne devrait pas exister. Mais alors, mais la question des adaptations. Non, mais c'est intéressant. La question des adaptations, c'est juste pour montrer l'ambivalence des choses. C'est, par exemple, en revanche, France Télé fait moins d'adaptations, en tout cas, que la plupart des autres chaînes linéaires. Et du coup, est-ce qu'il y a moins de prise de risque parce que justement c'est de la nouvelle création ? Je ne sais pas. Ça fait partie des questions à mettre dedans. Mais si on parle de Slash, effectivement, je me dis, il y a sûrement des passerelles, pareil, tout en cherchant des nouvelles voies. Moi, je suis très... alors, je trouve incroyable cette série Cher Tendre. Qui est formidable de Yael Langman. Extraordinaire et voilà, et qui a été primée sur un très très gros festival, Sérimania, bref. Et c'est Slash TV. Et comment ça pourrait monter, effectivement, sur France Télé. Mais ça passe sur France 5. C'est passé sur France 5 le vendredi soir. Absolument. Mais sauf que toute la saison
en une soirée. Du binge. Voilà. Et donc ça, c'est un autre problème, c'est de savoir comment on diffuse la série. Ça, c'est encore un autre problème, effectivement. Et c'est vrai qu'on aimerait que, par exemple, il y a Scam qui existe depuis 10 saisons. On aurait aimé que ces jeunes comédiens qu'on a découverts dans Scam arrivent. Et à part cette jeune actrice Yumi qu'on a vue dans Endless Night cet été sur Netflix, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ces passerelles existent. Pourquoi ça marche le polar, Sandrine Cohen? Parce que ça, c'est vraiment la question, parce que c'était le postulat de départ de la conférence, c'est de dire on le donne aussi parce que ça fonctionne. Et c'est vrai, quand on voit les scores d'Astrid et Raphaël, les scores des Meurtras, y compris en rediff, c'est toujours un carton. Mais pourquoi ça fonctionne? Non, mais moi, je suis très... Vaste question. Non, alors, moi, je pense que ça fonctionne. Moi, j'en écris. Alors, il se trouve que je vais en réaliser un que je n'ai pas écrit. Que je trouve bien parce qu'en plus je suis très engagée dessus et que justement on va aussi parler de diversité, on va aussi parler de l'étranger qui arrive dans le Cantal, donc dans une région bien française. Donc évidemment moi en tant que créatrice et en tant que spectatrice, j'ai une appétence pour ça. Ça veut pas, attention, ça veut pas dire que je pense qu'il ne faut faire que ça, bien sûr. ou que je ne regarde que ça. Mais donc, pourquoi ça marche? Moi, je crois, parce que c'est mon intime conviction, que c'est un peu le polar, ou plus globalement le noir, c'est un peu le conte de fées pour adultes, en fait. Moi, ça, c'est ce que je crois. C'est-à-dire que ça nous confronte, c'est une porte-entrée au sociétal, mais surtout, ça nous confronte à nos peurs à nous. Le voisin qui tue mon voisin, moi je l'aurais pas fait, le monstre d'à côté qui n'est pas un monstre, qui est moi. Voilà, moi je crois que c'est du conte de fées pour adultes, donc on le suit parce qu'on a envie de savoir. Donc ça vient titiller notre cerveau ancestral qui se dit « Oh là là, je veux connaître la suite ». Voilà, ça c'est un peu facile, c'est-à-dire c'est le truc un peu immédiat, un peu comme... je mange un Kinder, ma fille mange des Kinder Surprise, voilà. Le Kinder, c'est du sucre. Mais l'autre truc, c'est que ça vient réveiller chez nous. On aime avoir peur. On aime se dire que ça va bien finir quand même. Et c'est... voilà, ça parle à des choses aussi très viscérales et instinctives de chacun d'entre nous. Alors, en plus, pour moi, en ce qui me concerne, je pense que le polar... alors, c'est pas du polar, vous allez me dire, mais par exemple, Les Misérables de Victor Hugo... quand même un roman noir absolument extraordinaire. Et en fait, moi, je trouve que quand on va vraiment dans le noir, alors après, moi, je pose la question aussi du curseur, c'est-à-dire, il y a un monde pour moi entre la comédie policière et le noir. Il y a vraiment un monde, c'est-à-dire, voilà. Mais si on va vers le noir, par exemple, moi, je trouve vraiment... je pense à des références comme Mare of Easttown, par exemple, sur OCS. Si on va vraiment dans le noir, vraiment, ou Broadchurch, qui a été adapté, je crois. Malaterra. Voilà. On va triturer des choses qui sont... oui, qui nous parlent viscéralement. C'est vrai qu'après, Mare of Easttown avec Kate Winslet, c'est vrai que c'est une série du câble. Donc c'est vrai que le câble américain peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre sur des grandes chaînes de télévision. Je voyais que tu voulais... Oui, parce que sur le pourquoi on aime le polar, moi je pense que les succès qu'il y a pu avoir à une époque de toutes les séries, Les Experts, ça montrait bien que les gens, en fait, ce qu'ils aimaient aussi dans ces séries-là, c'est qu'on pouvait compter sur la police pour aller trouver la solution de ce qui ne va pas, avec la science, jusqu'au labo, en fait, et donc ça nous protège. Donc du coup, on a une peur, on a la peur de départ, et on a la résolution, on a heureusement... Ça finit bien au bout de 45 minutes. Ouais. Voilà. On a le grand méchant loup et donc le chasseur. Dans une société où il y a beaucoup d'inquiétudes, au final... ça rassure. De la même manière que de voir des flics en comédie policière qui sont sympas, qui sont drôles, qui sont humains, qui se chamaillent, etc., ça fait du bien, en fait. Et on les regarde presque autant pour ces personnages-là que pour l'enquête policière, par exemple. Donc je pense que c'est rassurant, au fond. Le polar, ça marche parce que c'est rassurant. Et ce que vous soulevez très bien avec le fait qu'il y ait 85%, c'est qu'en fait, en réalité, c'est polar ou pas polar. Ce qu'on aimerait, c'est de la fiction qui questionne plus qu'elle rassure. Enfin, moi, en tant que critique de série, j'ai besoin de fiction qui questionne plus qu'elle rassure. Et des séries comme Germinal, par exemple, font ça. C'est des séries qui questionnent plus que des séries qui rassurent. Et pourtant, là, on a vu, ça a aussi à peu près bien marché. Donc, mais de façon moins massive, forcément, qu'une série. Parce qu'après, il faut aussi que les chaînes apprennent à accepter qu'avec un certain type de programme, on ne peut pas faire le même type d'audience qu'avec un programme qui fédère. Et d'ailleurs,
les sujets qui questionnent, souvent on les a dans les unitaires parce que la prise de risque est minimum, parce qu'elle est concentrée sur une soirée, alors qu'une série, ça implique évidemment la récurrence. Moi, on va arriver à la fin de cet échange, mais je voudrais quand même vous poser une question parce que je trouve que la mission de service public, ça devrait être par exemple de tenter plein de projets différents et d'essayer des choses. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors il l'essaye sur le digital, il l'essaye sur les unitaires, vous l'avez souligné avec des unitaires comme vous avez fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une chaîne qui tente beaucoup de choses alors qu'elle n'est pas censée le faire, c'est TF1. Qu'est-ce que vous pensez justement de la position de TF1, chaîne commerciale qui, normalement, si on en suit l'un de ses illustres prédécesseurs, est là pour dégager du temps de cerveau disponible et qui tente des choses. Une série scolaire comme Lycée Toulouse-Lautrec récompensée à La Rochelle, du fantastique avec Prométhée. Bientôt, là, il y a Syndrome E qui a été lancé aussi, adapté de Franck Tillier, et plein de choses comme ça. Je te promets, même si c'est un remake, c'est quand même une comédie dramatique et quand même pas évidente à mettre en place. Qu'est-ce que vous pensez de la place de TF1 justement dans ce jeu-là ? Je peux dire un truc sur parce que j'ai une copine, je ne la citerai pas. Mais non, mais j'avais demandé ça. J'ai posé cette question à quelqu'un qui travaille à TF1 et qui me disait que la différence, je donne juste un élément d'explication comme ça, que en fait TF1, avec le fait qu'ils gardent des annonceurs, ils peuvent faire des séries ciblées en fonction de leurs annonceurs. Donc ça veut dire qu'en fait, paradoxalement, ils ont une marge de manœuvre qui est vachement plus grande. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas être en train de regarder les audiences, enfin l'audimat, ou en tout cas pas. Un peu quand même. Mais par rapport à par rapport à la cible. Par rapport à la cible. Donc c'est pas pareil. Ce qui fait que, par exemple, pour expliquer, que Je te promets, par exemple, qui n'a pas une audience très forte, mais qui fonctionne très très bien sur la cible qui est voulue, est renouvelée de saison en saison, alors qu'Alice Nevers, par exemple, qui a fait 5 millions, n'a pas la même audience part de marché, ce qu'on appelle, et a été annulée. Je l'ai découvert parce que ça a été une de mes grandes questions. Je trouve que c'est une très bonne question. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, à un moment, en même temps, on est dans une société, on peut le déplorer, en tout cas moi je peux le déplorer, mais de consommation, c'est-à-dire qu'on est quand même lié à une problématique de résultats, tous autant que nous sommes. C'est-à-dire créateur, directeur de chaîne et toute la chaîne entre les deux. Donc, effectivement, je trouve ça très intéressant de se poser les questions. Pourquoi certaines choses peuvent se faire là et pas là Vision, voilà. Je pense à Vision, parce que pour moi, c'est un exemple d'une série. Alors, elle a ses imperfections, mais je trouve qu'une série comme Vision, avec son rythme et son atmosphère, c'est presque une série qu'on n'aurait pas dû voir sur TF1. Oui. Moi mon explication aussi, c'est que je pense que TF1, elle n'a, entre guillemets, que TF1. France Télévisions, c'est un paquebot avec plusieurs chaînes et avec plusieurs cibles et avec plusieurs domaines. Et son travail de service public, elle va le dispatcher en faisant des séries sur Slash, des séries d'un certain type pour France 3, d'autres pour France 2, etc. Et TF1 a en fait intérêt à montrer qu'elle est toujours la grande chaîne généraliste qui touche tous les publics. Elle n'a pas besoin de se scinder en plusieurs chaînes pour la chaîne pour ci, la chaîne pour ça. Tout le monde doit aller sur TF1. À partir du moment où on part de cette idée que tout le monde doit venir sur TF1, alors il faut qu'on traite tous les sujets possibles pour que tous les publics, à un moment donné, arrivent sur TF1. Et le choix d'un late show avec Alain Chabat, ça va dans cette direction-là. C'est-à-dire oui, chez nous aussi à TF1, en fait, il y a un public qui venait jamais sur TF1. Maintenant, il regarde TMC et Quotidien, alors qu'avant, il n'aurait jamais allumé une chaîne du groupe TF1. Il peut venir parce que c'est Barthès, il peut venir parce que c'est Chabat, il peut venir parce que c'est une série que d'habitude, on n'aurait jamais vue a priori il y a 15 ans sur TF1, et aujourd'hui, on peut. Et moi, je pense que c'est vital pour TF1, et c'est important que tout le monde vienne sur TF1, toute génération, ou du moins tenter. Moi, j'ai une théorie. Après, je ne sais pas il me semble que TF1 a eu besoin de se différencier de Netflix. Il y a aussi l'arrivée de Netflix a créé un truc complètement fou. Ils ont récupéré, pour le coup, je crois, en tout cas, un paquet de spectateurs de TF1. Et donc, ils ont eu besoin de se différencier. Il y a un truc, ça se rejoint d'image de marque. Parfois, ils vont tenter des trucs. Peut-être que Vision eux-mêmes n'avaient pas beaucoup d'espoir en termes de téléspectateurs, mais ils doivent l'avoir dans leur catalogue pour asseoir quelque chose. Je pense aussi que face à un éparpillement de l'audience et à une baisse des audiences en prime time, on le voit d'ailleurs aux États-Unis sur les networks américains, c'est à ce moment-là que les chaînes se disent finalement, puisque l'audience baisse un peu, on tente des choses. On l'a vu à la fin des années 70 avec un network comme NBC qui s'est mis à lancer des séries de Steven Bochco, qui a relancé complètement les séries de policières aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose. Et je pense que là, aujourd'hui, ils sont dans cette situation-là. C'est que leur audience baisse un peu. Ils se disent, c'est peut-être le moment pour tenter d'essayer de bousculer un peu plus. Oui, c'est vrai, totalement. Et ils ont donné d'ailleurs des cartes blanches à des réalisateurs, à des auteurs, enfin des scénaristes qui ont été effectivement dans des voies complètement inattendues. Et surtout, même une manière de traiter, parce on parlait aussi des distractions policières. Et c'est vrai que
Je ne l'ai plus là en tête. Là. Enfin, il y a eu des séries incroyables. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure de la deuxième partie de soirée. Et je pense que pour France 2, ça serait intéressant, effectivement. Même si ce sont des films avec moins d'argent, parce que certainement qu'il y a aussi un problème financier derrière, mais les jeunes, et je reviens aux jeunes, ou en tout cas un public un peu plus jeune, ne regardent pas forcément la télévision à heure donnée. Elle va en replay. Donc de toute façon, quel est le problème ? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour... Moi, je pense surtout que vous parlez d'argent. Ils sont censés avoir fait des économies de 30 millions. Donc normalement, l'argent, ils l'ont. Mais je crois qu'on ne mesure pas assez encore l'impact que va avoir la suppression d'une série comme Plus belle la vie sur l'industrie des séries. Parce que, heureusement, il y a encore un Si grand soleil, mais la mécanique d'apprentissage des acteurs, des auteurs, des réalisateurs sur le format sériel via le feuilleton quotidien, c'est quelque chose qui est primordial. C'est pas étonnant que ça existe dans tous les pays depuis 60 ans. Et que, heureusement qu'il reste un Si grand soleil, parce que sinon, ça peut vraiment aussi impacter tout le circuit de production des séries à l'intérieur de France Télévisions, qu'il n'y ait plus de feuilleton quotidien. Un dernier mot, quelqu'un voulait ajouter quelque chose avant qu'on termine ce petit tour de table, ou c'est bon ? Non, on espère qu'il y aura moins de polars, mais qu'il y en aura toujours des bons. Ça, c'est vraiment important. Et puis surtout qu'on va diversifier un peu plus l'offre. Oui, non, mais c'est juste la question centrale, c'est la créativité et l'inventivité. Il faut surtout, avant de se dire moins de polars, moins de ci, il faut surtout qu'on sente que quand on allume la télé, on a des vraies propositions formelles et qui nous disent waouh, là on voit que les directeurs de fiction, etc., derrière sont pas trop intervenus pour mettre dans le moule de ce qu'ils veulent, mais qu'ils laissent les artistes s'exprimer, parce que c'est ça qui est le plus important. Et je trouve que c'est la grande révolution qu'on a connue ces dernières années à la télévision, toute chaîne, et TF1, l'exemple de TF1 le montre, que tout d'un coup on a des propositions, on laisse les créateurs créer et faire et nous défendre leur vision, et ça c'est la... D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi une chose, là pour reconnaître que France Télévisions a fait un énorme effort au niveau de la parité, et ça serait bien justement que les femmes amènent aussi peut-être autre chose, même si vous aimez, vous adorez les séries policières. Oui, mais moi je suis fan de Plus belle la vie aussi, moi je suis ouverte à tout. Il y a d'autres sensibilités qui peuvent émerger aussi de ce côté-là. Et justement, on parlait des représentations différentes, où on sent qu'il y a la patte d'un créateur. Les Invisibles en étaient une. Voici une autre illustration de polar un peu différent passé sur France Télévisions. Y aura-t-il une saison 2 à Marianne ? Pour l'instant, c'est encore dans les tuyaux. La décision n'a pas été rendue. De toute façon, dites-vous bien, s'il y a une saison 2, vous le saurez. S'il n'y en a pas, vous le saurez pas. C'est comme ça que ça fonctionne. On termine avec la photo de l'actu de la semaine. Vous savez, depuis la semaine dernière, on joue à essayer de reconnaître une photo qui est en rapport avec un fait série de la semaine. Et voici cette petite photo d'une annonce qui est tombée cette semaine ou il y a quelques semaines. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, forcément, c'est une séquence qui doit vous parler. Ne reconnaissez pas les acteurs qui n'en sont pas. C'est une séquence de Friends. Oui. Ouais. Alors, le fameux déménagement. Alors, est-ce que vous voyez à peu près à quoi je peux faire allusion ? Donc oui, il y a une actualité Friends qui vient de tomber. Oui, il y a non, je réfléchis et je réalise que je n'ai pas vu... Tu n'as pas vu passer l'info ? Non. Mais si, il y a une journée Friends, Immersion... Non, pas du tout. Est-ce que vous voyez... Pas non plus. Non. Alors écoutez, en fait, il y a un énorme événement qui court aux États-Unis depuis des semaines et des mois, qui est la Friends Experience. Oui, c'est ça. Oui. Mais qui va durer plusieurs semaines, c'est pas une journée. Ah, j'ai cru que c'était un jour. Non. Et en fait, ça vient au palais, la porte de Versailles. Et en fait, ce sont les décors de Friends qui débarquent à Paris. Les décors, mais aussi les costumes. Il n'y avait pas beaucoup de décors quand même. Non, mais vous avez quand même. Donc, les gens vont pouvoir se prendre en photo dans le salon de Monica, dans le salon des garçons, dans le café, dans le Central Perk, devant la fontaine du générique de la saison 1. Et ils vont pouvoir aussi admirer les costumes de la série, le masque de dinde que Monica se met sur la
la tête. Et évidemment, in fine, acheter des goodies de Friends. Ouais, c'était Benoît. tout ce qui avait été remis en place pour la fameuse émission de réunion Exactement. autour de Friends. J'étais parti tellement loin, moi je pensais, j'ai dit tiens, je loupais le fait qu'ils allaient refaire une série Friends. La Friends Experience arrive à Paris, c'est à partir du 21 novembre prochain. Voilà, et ce sera à Paris, n'hésitez pas à y aller, ce sera tous les jours de la semaine, vous pourrez y aller en copains, entre amis, en famille, pour vous remémorer les bons moments de Friends. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Non. Oui, mais merci, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste dire qu'hier, c'était le dernier jour de tournage sur Plus belle la vie, mais que ça continue jusqu'au 18 novembre. Ouais, c'est important de le préciser. Et que c'est sympa, la fin, elle est sympa, elle finit bien. Ouais. Enfin, elle finit bien. On verra. C'est bien fini. C'est bien fini. Et voilà, et pas hésiter, ça a quand même marqué 18 ans de 18 télévision. ans et de vie des gens. Et à travers des cliffs d'un rebondissement incroyable. Et des enquêtes. Et des enquêtes. Il y a quand même eu des sujets de société qui ont marqué la incroyable, vie, incroyable, Plus belle la vie. qui ont fait Incroyable. avancer la société. Mais qui quand malheureusement même, n'a et pas voilà. suffisamment, je trouve, transfusé dans tous les pans. Mais en tout cas, on a vu arriver des séries qui étaient beaucoup plus élaborées. Et ça, c'est vraiment extrêmement salutaire. Ouais. Et évidemment, on pense à toutes les équipes de cette série qui s'est arrêtée de tourner hier. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Arnaud Sélignac, Sandrine Cohen et Benoît Laganne, qu'on retrouvera donc lundi matin dans Télématin sur France 2 et dans Fin de série, donc vendredi prochain à 5h54. Je remercie aussi Dominique Attal de l'U2R qui nous a permis de faire ce plateau et à vous d'être venus. Merci beaucoup. Et évidemment, on vous réaccueillera pour vos prochains projets. Et on se quitte évidemment. C'est un meurtre. Hein. Tant pis, écoutez, personne n'est parfait. On se quitte justement avec le générique de Friends saison 1. Merci à tous et merci à Robinson qui était à la réalisation. À la semaine prochaine, enfin dans quelques jours d'ailleurs pour la deuxième émission de la loi des séries.